Votre instant politique version interview. Je reçois le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. On va parler de votre proposition de référendum pour obtenir la taxation des super profits, évidemment des affaires de violences sexuelles au sein de la NUP et évidemment de la situation internationale tendue. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Olivier Faure. Merci Bonsoir à vous d'avoir accepté mon invitation. Vladimir Poutine a donc clairement choisi l'escalade, voulant annexer après des référendums à sa main les régions qu'il a conquises en Ukraine et il menace l'Occident. On l'écoute. Il est important de déployer des capacités militaires supérieures. L'Occident, dans sa politique agressive, a dépassé toutes les limites. Ils sont capables de frapper la Crimée et d'autres territoires russes. Il y a des bâtiments, des avions de l'OTAN qui sont mobilisés. Les Occidentaux poussent l'Ukraine à se montrer encore plus agressive à l'égard de la Russie. Ils sont là pour écraser notre pays. Et même un chantage nucléaire est en marche. Nous voyons très bien cela. La Russie est également dotée d'un certain nombre d'armes suffisamment lourdes. Si jamais les intérêts de la Russie sont menacés, nous allons utiliser toutes les armes à notre disposition. Face à ça, c'est clairement des menaces d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Ukraine et contre l'Occident. Est-ce que à sa fermeté, il faut répondre par plus de fermeté? Il faut rester d'abord avec la tête froide. Vladimir Poutine vient de subir des échecs sur le terrain et en réalité, il camoufle ce qui est d'abord un échec sur le plan militaire par une surenchère et évidemment, il explique désormais que, écoutez ce qu'il vient de dire, extraordinaire, quand il explique que c'est en fait les forces occidentales qui sont en train de chercher à annexer la Russie. Enfin, on est quand même dans une inversion totale de la réalité. Alors justement, face à ça, que fait-on? Est-ce qu'il faut être encore plus ferme? Est-ce qu'il, par exemple, il faut armer davantage l'Ukraine? Lui fournir des chars, par exemple? Je ne sais pas s'il faut être davantage. Il faut continuer à soutenir l'Ukraine, évidemment. Et il ne faut pas rentrer dans ce discours de surenchère avec Vladimir Poutine, dont on sait très bien qu'il a d'abord une vocation intérieure, de maintenir la pression sur son propre peuple et de continuer à les mettre sous tension pour continuer à les faire adhérer à un projet qui est un projet complètement fou. Et vous savez très bien que en Russie, les médias sont à la main du chef de l'État et qu'il continue à leur vendre une histoire qui n'a aucun rapport avec la réalité. Il se bat contre les nazis qui sont en Ukraine et contre un Occident qui aurait basculé, en fait, le Troisième Reich, c'est nous, et lui, il est en fait l'armée rouge qui vient au secours des peuples qui sont opprimés par les méchants nazis. Donc on est dans une affabulation absolue. Et donc, on a besoin, nous, de garder la tête froide. L'analyse est facile. Je dirais pas que l'analyse est facile. L'analyse est partagée. Et ce qui est compliqué, c'est de savoir que faire face à ça. Mais écoutez, à moyen terme, ce qu'il faut, c'est que l'Europe prenne conscience de sa propre responsabilité, qu'il y ait un avant-Ukraine et un après-Ukraine, que l'Europe devienne une Europe puissance, pas seulement un marché, mais aussi une puissance, qu'elle comprenne que sa propre défense ne peut pas être assurée simplement par les États-Unis, mais qu'elle doit être en capacité de protéger les peuples qui la composent. Et donc, voilà des éléments qui devraient quand même nous faire réfléchir et ne pas être simplement dans une forme de réponse improvisée au fur et à mesure. Très bien, l'Europe a réagi de manière concertée, rapide, mais on doit passer à un stade ultérieur après la guerre en Ukraine. Dans ce domaine-là, est-ce qu'on peut dire que vous soutenez sans réserve l'action et la diplomatie du président de la République et des autorités françaises? Je suis sur la même ligne que le gouvernement sur le soutien à l'Ukraine, sur le fait de continuer malgré tout à dialoguer avec Vladimir Poutine parce qu'il faut maintenir un lien diplomatique qui peut à un moment servir pour une solution politique le jour où elle poindra. Pour l'instant, on en est très loin. Et donc, je suis effectivement, de ce point de vue, dans la continuité de la politique française. Alors, en revanche, et pour parler de politique, à mesure que des événements, on se rend compte à quel point Jean-Luc Mélenchon a fait preuve de cécité sur Poutine et sur la Russie. Est-ce que ça ne vous dérange pas d'être l'allié fidèle d'un homme qui s'est autant trompé sur un sujet aussi important? Je suis effectivement un partenaire de la France Insoumise et la question de l'Ukraine a été posée quand nous avons signé notre accord. Mais dans l'accord, il est très clairement écrit que nous défendrons ensemble l'intégrité territoriale de l'Ukraine et que nous condamnons les crimes de guerre de Vladimir Poutine. On ne peut pas être plus clair. Alors, est-ce qu'il s'est trompé? Il l'a reconnu, et il n'est pas le seul, parce que la réalité, c'est que quelques semaines auparavant, l'état-major français pensait aussi qu'il n'y aurait pas d'invasion par la Russie de l'Ukraine. Vous avez des
des grands spécialistes, je pense à Védrine, par exemple, qui pensaient aussi que ça n'arriverait pas. Je ne pense pas que l'état-major militaire français et Jean-Luc Mélenchon aient le même rapport à la Russie et à Vladimir Poutine. Je ne parle pas de ça, je dis simplement que les uns comme les autres ne pensaient pas que l'Ukraine serait envahie par la Russie et pensaient, y compris regarder les Allemands, qui étaient encore prêts à aller vers un nouveau gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, parce qu'ils pensaient que... Vous le défendez toujours, en fait. Il y a toujours, enfin, quoi qu'il arrive, vous le défendez, Jean-Luc Mélenchon. Mais je ne défends personne. J'essaie d'être concret, d'être précis et de ne pas surjouer les désaccords, parce que je vois bien que on peut toujours se balancer des pots de banane partout dans tous les sens. Moi, ce que je veux, c'est non pas chercher à aligner tel ou tel contre un mur, mais de faire en sorte que nous puissions progresser ensemble. Il y a beaucoup de gens qui se sont trompés sur cette question-là. Et y compris... C'est sur la Chine, pareil. Il y a pas longtemps, il a dit qu'il y avait une seule Chine sur Taïwan, et vous avez été obligé de le contredire. Donc moi, je veux bien que vous minimisiez. Mais non, je ne minimise rien. Fondamentaux. Mais Gilles Bronstein, je ne minimise rien. À chaque fois que je suis en désaccord, je l'exprime. Vous venez le rappeler. Mais si nous sommes vraiment sur un débat qui n'est pas simplement de diabolisation des uns ou des autres, il faut reconnaître que Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a tenu le même discours quelques mois auparavant, qu'il a été félicité de la même façon par l'ambassade de Chine, et que quand on prend l'exemple des Ouïghours, quand j'ai proposé la reconnaissance du génocide ouïghour à l'Assemblée, le gouvernement s'y est d'abord opposé. Voilà la réalité, c'est que nous avons dans les relations... Jean-Luc Mélenchon n'a pas voté. Oui, il n'a pas voté. Il y a eu une abstention des communistes et des insoumis. Mais de la même façon qu'il y en a eu aussi dans la République en marche. Oui, et de la qui même ne sont pas vos alliés. Qui ne sont pas mes alliés. Donc, je cherche à convaincre les uns et les autres. Et sur les questions internationales et sur les questions européennes, nous avons du chemin à faire. Et c'était plus facile dans l'accord que nous avons noué au moment des élections législatives. Pourquoi ? Parce que nous étions dans un accord qui nous menait potentiellement à une cohabitation. Et avec donc un domaine qui était un domaine au moins partagé avec le chef de l'État, affaires européennes, affaires internationales, où Jean-Luc Mélenchon avait dit « la France parlera d'une seule voix ». Donc la question ne se posait pas de la même façon, et c'est la raison pour laquelle, sur les questions intérieures, nous avons pu passer un accord de manière assez facile. Voilà, donc maintenant, ça ne veut pas dire que je camoufle les désaccords, je dis simplement que il faut faire attention aussi à ne pas les surjouer et ne pas raconter n'importe quoi, parce que ni les sous-jouer, mais je ne le fais jamais. Okay. Et vous noterez que à chaque fois, y compris sur Taïwan, je défends une position qui n'est pas tout à fait celle du gouvernement français. Je suis plus allant et plus proche des démocrates taïwanais que ne l'est le gouvernement français. Question autour de l'avenir d'Adrien Quatennens. Doit-il ou pas démissionner de l'Assemblée nationale ? Pas question, disent les Insoumis. On écoute Manuel Bompard, député de Marseille. Je considère que nous n'avons aucune leçon à recevoir sur le sujet. Donc notre groupe s'est réuni, nous en avons discuté collectivement. Aucun d'entre nous ne s'est exprimé dans la direction de demander à Adrien Quatennens de renoncer à son mandat de député. Et donc nous ne le ferons pas, et c'est la raison pour laquelle maintenant nous souhaitons nous projeter dans les batailles qui viennent. Question simple, Olivier Faure, Adrien Quatennens doit-il démissionner de l'Assemblée nationale ? Alors réponse qui sera un peu plus longue que oui ou non. La première chose, c'est que le parti pris que nous avons pris, c'est de dire que nous croyons les femmes et que après des millénaires pendant lesquels, eh bien, leur parole a été minorée, relativisée, bafouée, il faut commencer par cela. Ce qui suppose une attitude qui soit une attitude cohérente à tout moment et de dire d'abord on écoute les femmes. Cette présomption n'est pas irréfragable. Ça veut dire que en fait, il y a des femmes qui peuvent mentir et qui peuvent ensuite être démenties par la justice, mais le premier réflexe, c'est de les croire. Pardonnez-moi, mais là, il a avoué. Donc, c'est pas croire ou ne pas croire. Il a admis qu'il avait mis une gifle à sa femme. Est-ce que vous connaissez le contexte dans lequel cette violence s'est exprimée ? Moi, je condamne cette violence, évidemment. Je souhaite il y a des contextes qui la rendent plus acceptable ? Mais je ne sais rien. Enfin, sans doute avez-vous eu des gens autour de vous qui ont divorcé, ça n'est pas toujours très simple, et il y a parfois des échanges qui ne se font pas forcément uniquement dans la bienveillance réciproque. Je ne sais rien de ce qui s'est passé. Je pense que la justice est saisie désormais, puisqu'il y a eu une main courante qui se transforme désormais en plainte, puisque c'est mécanique et que, de manière tout à fait bienvenue, désormais, quand une femme dépose une main courante, c'est tout de suite envoyé vers le parquet qui se saisit et qui enquête. Donc, il y a une enquête qui va être diligentée. Et donc,
pendant cette période-là, la moindre des choses, et c'est la raison pour laquelle je me suis exprimé avant même qu'Adrien Quatennens ne prenne cette décision, j'avais demandé justement qu'il accepte de se mettre en retrait pour pouvoir aucune fonction de représentation ou fonction exécutive qui permette d'être dans une position de surplomb par rapport à l'autre partie, en l'occurrence sa femme. Si demain il y a un texte sur les violences conjugales, il sera en état d'aller voter dans l'hémicycle. Un homme qui a confessé avoir battu sa femme peut-il encore faire la loi? Je voudrais vous faire lire une tribune qui a été signée par votre propre porte-parole, Gabriel Siri-Ouari, qui dit dans une tribune « Nous, féministes, ne nous satisfaisons pas du retrait », ce que vous demandez, elle ne se satisfait pas du retrait d'Adrien Quatennens, nous exigeons qu'il démissionne de son mandat parlementaire, et c'est une thèse, et c'est un sentiment qui commence à être assez largement répandu. Mais écoutez, il y a un débat qui naît, et au fond, il faut le prendre comme une opportunité. Voilà des siècles que nous ne faisons rien et désormais, il y a un temps à rattraper et il y a des questions qui se posent. La question de ce débat-là, il n'est pas illégitime, mais je vois qu'on progresse très vite. Regardez dans le mandat précédent. Vous savez, 3 ou 4 membres de la majorité de l'époque qui étaient eux-mêmes auteurs de harcèlement, de violence et qui ont fait la durée de leur mandat. Donc votre porte-parole va trop vite. Elle dit non, il ne peut plus voter la loi, il doit démissionner. Il y a un débat qui existe dans le mouvement féministe, dans les mouvements politiques, et qu'il est sain que ce débat ait lieu. Il n'est pas, en quelques secondes, c'est difficile de vous expliquer. Nous, journalistes, on lance les débats. Vous êtes responsable politique. Oui, mais vous comprenez bien que c'est très compliqué de dire que désormais, sur la base d'un témoignage, sur la base de... Et là, c'est pas la base c'est la base d'un aveu. Oui, c'est la base d'un aveu. Mais enfin, vous avez, pour l'instant, aussi... Alors, ça veut dire qu'en fait, là, vous êtes en train de me dire que il n'aurait mieux fait de ne pas avouer et faire semblant. Je ne vous dis pas. Mais je ne vous dis pas que c'est simple. Je vous prends un autre exemple. Je ne vous dis pas que c'est simple. Ce que je vous dis, c'est que s'il reste à l'Assemblée. Moi, ce que je vous dis, Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, c'est pas rien, qui a, lui, en l'occurrence, la gestion des violences faites aux femmes. On est d'accord? Mais c'est pas, je ne dis pas que le cas est simple. Qu'est-ce qu'il a avoué? Qu'Adrien Quatennens, c'est le Gérald Darmanin a avoué le fait qu'il avait échangé des faveurs sexuelles contre une promesse, je ne sais plus si c'est d'un emploi ou d'un logement. Et vous pourriez me parler de Damien Abad également, qui est accusé de fait autrement plus grave qu'Adrien Quatennens. Exactement. Et qui va revenir à l'Assemblée la semaine prochaine ou la semaine suivante, et auquel personne n'a rien demandé. Bon. C'est quand même des faits qui sont totalement différents. Vous avez Damien Abad qui est soupçonné, et j'en reste là pour l'instant, qui est soupçonné d'être un serial violeur. Oui, mais les féministes aussi ont demandé sa démission de l'Assemblée. Voilà. Ce que je vous dis, c'est que vous êtes confrontés dans votre propre camp politique à une demande. Tous les partis politiques sont confrontés à cette question-là. C'est de savoir comment on gère ces questions. Est-ce que on fait complètement fi de la présomption d'innocence? Est-ce qu'on considère que désormais, dès lors que quelqu'un a parlé, eh bien, il doit démissionner in extenso de tous ses mandats, y compris ceux qu'il détient, non pas d'un parti politique, mais donc vous répondez clairement non, vous ne demandez pas sa démission, il ne doit pas démissionner. Moi, je ne demande pas sa démission. Je dis simplement qu'il y a eu une sanction extrêmement sévère. Imaginez quand même que cet homme est le numéro 2, voire même le numéro 1, était de la France insoumise. En quelques jours, il est rentré dans une tourmente qui est bien méritée puisqu'il a été l'auteur d'une gifle et de, visiblement, de brutalité envers sa femme. Mais moi, et donc, ils ont fait le choix en quelques jours de le démettre de ses fonctions. Expliquez ça à votre porte-parole qui n'est pas d'accord avec vous. Donc il y a vraiment un débat, non pas à l'intérieur de la gauche, mais même à l'intérieur de votre propre parti. Mais bien sûr. Et je vous dis même que ce débat est sain et que nous sommes aux prémices parce que nous cherchons, nous tâtonnons. C'est très compliqué. Vous avez des tas de cas très différents avec des degrés aussi de gravité qui peuvent être très différents. Est-ce qu'on compare une gifle à une main sur les hanches, à un viol, etc. Donc tout ça fait que nous sommes dans une situation qui est absolument inédite, qui est heureusement inédite parce que la parole des femmes s'est enfin libérée, mais reconnaissez que ça n'est pas si simple de mettre sur un même plan tous les faits, etc. Et donc, le reconnais bien nous y réfléchissons actuellement. Nous n'avons pas encore trouvé la solution. Nous sommes encore en train de nous demander comment est-ce que on agit, quelle est la graduation des sanctions, comment est-ce qu'on proportionne les sanctions en fonction de la gravité aussi des faits qui sont reprochés. Tout ça est en instance et en débat. Jean-Luc Mélenchon a été, alors je vais vous reparler de lui, il a eu un tweet assez contesté où il dit, en parlant d'Adrien Quatennens, je salue sa dignité et son courage, je lui dis ma confiance et mon affection, sans, dans un premier tweet, sans, voilà, qu'on voit, sans citer la victime.
Est-ce que, alors vous avez dit que ce tweet était malhabile, je crois, enfin vous avez dit qu'il posait... C'est une maladresse, oui. Une maladresse. Oui. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, dont on sait qu'il a plutôt réussi sa conversion écologique, est-ce qu'il a raté sa conversion féministe ? Ça, vous lui poserez la question. La réalité de cette histoire... Et encore une fois, c'est vous son allié. Mais je suis son allié, je suis pas son porte-parole. Non. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, il y avait une grosse maladresse dans ce tweet qui donnait le sentiment qu'il s'intéressait davantage à l'agresseur qu'à l'agressé. Et donc, il y avait là une forme d'inversion qui n'était pas tolérable. C'est la raison pour laquelle il a ensuite corrigé dans un second tweet dans lequel il dit s'intéresser au sort des deux et du couple Quatennens, que visiblement il connaît, ce qui n'est pas mon cas. Bon. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Moi, ce que je peux dire, c'est que ce que je comprends de cette situation, c'est que il est lui-même en fait dans une situation très compliquée. C'est l'amitié qu'il a emporté, c'est le caractère humain qu'il a emporté sur la dimension politique du sujet. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que dans ces cas-là, c'est la cause qui doit l'emporter, même si c'est difficile. Et je comprends que humainement, ce soit difficile. Mais c'est uniquement une question. Je comprends ce que vous dites, et c'est vrai que c'est des situations où c'est compliqué quand on doit gérer à la fois du personnel et du politique. C'est uniquement une question d'amitié personnelle, ou c'est aussi un homme qui n'a pas peut-être tout à fait pris la mesure du bouleversement qui était en train de s'en passer à partir de l'affaire MeToo sur, voilà, des choses qui se passent différemment entre les hommes et les femmes. Mais ça, je ne sonde pas les reins et les cœurs, je ne sais pas exactement vous répondre à cette question. Je vous dis qu'il me semble qu'il y a eu une forme de dilemme entre l'amitié qu'il porte Adrien Quatennens et puis la responsabilité politique qui est la sienne, qui est immense puisqu'il est le troisième homme de la présidentielle, et que dans cette situation-là, l'amitié ne peut pas prévaloir sur l'intérêt général, sur l'intérêt des femmes, et donc il faut condamner les actes d'Adrien Quatennens et ensuite, effectivement, dans le privé, peut-être s'enquérir de ce que devient Adrien Quatennens, faire en sorte de l'accompagner dans son divorce, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, l'amitié ne peut pas prévaloir sur la cause des femmes, et c'est une évidence. Et donc, il aura maintenant à s'en expliquer parce qu'il sera réinterrogé sur cette question-là, c'est une évidence. Et j'espère qu'il a effectivement compris ce qui se passe et qui est bienvenu. Encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui, même si c'est douloureux pour la France insoumise, pour les Verts qui sont aussi dans la tourmente, pour les Républicains, pour la République en marche, chacun a malheureusement des cas dans sa famille politique qui l'interrogent. L'affaire Perdriau à Saint-Étienne qui est affreuse, qui est au-delà du pensable. Bon, tout ça devrait effectivement nous faire réfléchir les uns les autres et trouver les moyens de gérer ces situations qui sont des situations nouvelles. Parce que rapidement, au PS, vous avez une commission spécialisée, c'est ça, rapidement? Absolument. Donc, on a une commission qui permet à la fois d'entendre la parole des femmes et ensuite de juger des sanctions. Donc, je vous rappelle qu'au moment des municipales, dans 4 villes, dont 3 que nous détenions, les têtes de liste n'ont pas été investies. Et oui, absolument. Et donc, nous avons fait ce choix qui nous a coûté cher puisque nous avons perdu des villes, mais nous avons fait ce choix parce qu'il nous semblait évident que nous ne pouvions pas assumer des candidatures qui n'incarnaient pas les valeurs que nous portons. Ce sont des cas qui sont restés anonymes ? Ce sont des cas qui sont, pour partie, anonymes, pas tous, mais en tout cas, je peux donner les noms des villes, je peux sans forcément vous donner les noms des... Donnez-nous les noms des villes. Strasbourg, Lorient, Saint-Nazaire, et puis Joué-les-Tours. À chaque fois, il y avait une affaire qui concernait le maire sortant, et vous avez estimé, après enquête interne, qu'il n'était pas question de le réinvestir. Soit le maire sortant, soit celui qui était appelé à le remplacer, et donc nous avons fait le choix à chaque fois, pour des raisons que nous avons documentées, et je ne veux pas m'étaler maintenant, parce que maintenant il faut laisser la justice agir, mais effectivement nous avons fait le choix de ne pas investir, parce que nous considérions que il ne pouvait pas incarner les valeurs que nous portions à ce moment-là. Olivier Faure, vous souhaitez taxer les super profits, on le sait. Je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit, répond le patron de Total, Patrick Pouyanné. Total qui est l'entreprise que vous ciblez principalement, c'était à l'Assemblée nationale, me semble-t-il, on l'écoute. Je ne sais pas définir un surprofit. Parce que les gens nous disent vos profits ils tombent du ciel. Non, attendez, je voudrais quand même savoir que cette entreprise, il y a 100 000 personnes qui travaillent depuis des années pour faire en sorte de se retrouver dans une situation qui est plus favorable, mais avoir connu des choses favorables. Pendant le Covid, quand j'ai vu les prix négatifs et qu'il est tombé à $30 et que l'entreprise a fui des pertes, j'ai vu personne, et encore une fois, venir de dire que c'était un problème. D'ailleurs, on n'a rien demandé à personne. On a traversé tout cela. Réaction ?
Je vous regardais d'un air amusé. Oui, et attristé. Franchement, enfin, il y aurait tellement à dire sur Total, hein, et y compris sur la façon dont ils réalisent leurs profits. Les projets innombrables, y compris, puisqu'on vient de parler de l'Ukraine, en fait, Total est actionnaire de Novatok, qui est une entreprise qui aujourd'hui finance la guerre en Ukraine. Et donc l'argent, les dividendes qu'ils vont percevoir par le capital qu'ils détiennent dans cette entreprise, cet argent, c'est l'argent du sang. Et donc voyez un peu la distance avec laquelle M. Pouyanné prend tous les sujets. Et on pourrait les prendre un par un, mais on n'en a pas le temps ici. Je vais lui répondre tout simplement sur ce que c'est qu'un surprofit. Un surprofit, c'est quand il y a une année, en l'occurrence l'année qui vient de s'écouler, où le CAC 40 a fait 174 milliards de profits. La dernière fois, le dernier record du CAC 40, c'était en 2007. C'était 100 milliards. Donc, ils ont quasiment doublé le record qu'ils détenaient. Que s'est-il passé? Vous avez des entreprises qui ont tout simplement bénéficié de la crise sanitaire, parce qu'on vend des vaccins, qui ont bénéficié de la crise géopolitique, parce qu'ils vendent du pétrole, parce qu'ils vendent du gaz. C'est tout à fait pareil. Ceux qui vendent des vaccins, ils ont quand même sauvé des vies. Mais je ne dis pas le contraire, simplement... Attention, enfin, ils ont pas non plus, c'est pas une entreprise altruiste. Non. Ils auraient pu aussi dire qu'ils voulaient sauver le monde. Il y a des vaccins. Je veux dire, les uns, c'est un effet d'aubaine, ils n'y sont pour rien à l'augmentation des cours. Oui, les autres, c'est parce que leurs recherches ont permis de trouver des vaccins. C'est pas tout à fait pareil. Et parfois, ils sont aussi aidés dans leurs recherches par l'État français. Bien sûr. Ou l'État américain. Ou l'État américain, bien sûr. Et on peut même aussi se rappeler qu'il y a un certain nombre de virus qui ont été éradiqués du monde parce qu'il y a des gens qui ont donné leur brevet pour que tout ça disparaisse de la planète Terre. Il y a des gens qui continuent à les vendre et qui continuent à les vendre bien. Voilà. Et qui, par exemple, pour Sanofi, ne payent pas d'impôts en France. Ce qui n'a échappé à personne. Comme Total, d'ailleurs. Pas un centime. Est-ce qu'ils font des profits en France? Oui. Ils font des profits aussi en France. Donc, ces gens-là considèrent qu'ils ne doivent rien à personne, qu'ils peuvent s'épargner toute forme de contribution à la collectivité. Eh bien, nous leur disons que nous allons comparer les chiffres de profit qu'ils font dans les années qui viennent par rapport à ce qu'ils faisaient avant la crise sanitaire. Donc, on écarte la crise sanitaire pour ne pas justement les pénaliser. Et tous ceux qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires seront potentiellement imposables. Après, on verra s'ils ont fait des surprofits, donc s'ils ont éclaté leur record personnel. Et en fonction de cela, on les imposera de manière progressive avec des taux qui seront différents selon les surprofits qu'ils réalisent. Donc on a essayé d'être le plus juste possible. Et je m'arrête dans une seconde, mais quand même pour vous rappeler une chose, c'est que les Français, dans leur grande ignorance parfois, mais enfin, les Français ont, par le budget de l'État, sauvé l'économie en mettant 240 milliards d'euros sur la table par le biais du gouvernement dans le fameux « quoi qu'il en coûte ». Les entreprises en ont très largement profité. Le chômage partiel, les PGE, enfin tout ce qui a permis à l'économie de tenir debout. 240 milliards. Là, ils viennent de réaliser 174 milliards d'euros de profit. Est-ce qu'ils ne pourraient pas lâcher 20 milliards pour la transition écologique, pour soutenir les plus vulnérables, faire en sorte que ce monde soit un peu moins injuste, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui payent, y compris des dégâts qu'ils n'ont pas causés? Ce serait quand même la moindre des choses, non? Vous avez donc, à cet effet, présenté cet après-midi à l'Assemblée, je crois qu'on va vous voir, votre proposition de de RIP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et les signatures que vous voulez recueillir? Alors, nous avons d'abord nous-mêmes 240 signatures de parlementaires, députés, sénateurs. Alors, le RIP fonctionne, il faut des signatures de parlementaires, voilà, puis un nombre de signatures citoyennes, c'est ça? Exactement. C'est le processus qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy en 2008, qui est très compliqué. Donc, il faut d'abord des parlementaires. Vous les avez? On les a. Il en faut 185, on en a 240. Ok, donc ça marche. On a présenté aujourd'hui, donc on a déposé sur le bureau de l'Assemblée qui transmet immédiatement donc au Conseil constitutionnel une proposition de loi qui est ici et qui donc reprend ce que je vous ai expliqué rapidement tout à l'heure. Et à partir de là, le Conseil constitutionnel va dire si cette proposition est constitutionnelle, si elle répond à la Constitution, si elle répond notamment à son article 11 qui précise quelles sont les conditions dans lesquelles on peut soumettre un référendum. Et donc là, si le Conseil constitutionnel dit oui, nous allons devoir collecter en 9 mois 4,8 millions de signatures, ce que
nous pouvons faire parce que le sujet est un sujet. C'est beaucoup. C'est beaucoup. D'ailleurs, ça a été fait pour que ça ne puisse jamais se faire. Mais c'est un sujet sur lequel je pense que nous pouvons. La précédente fois, c'était sur Aéroport de Paris. Il y avait eu quoi? 900 000, 1 million de signatures? 1 million 2. Je vous rappelle aussi que le président de la République lui-même, dans la campagne présidentielle, a dit bien sûr que c'est trop. Bien sûr que ce n'est pas possible de réunir 5 millions de signatures. Donc, moi, je considère que la grande avancée, ce serait de considérer qu'à partir de 1 million de signatures... Ça, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Pendant la campagne présidentielle. Donc, nous verrons s'il est conforme aux engagements qu'il prend. Ce serait quand même la moindre des choses. Et à partir de là, soumettre un référendum et les Français diront s'ils sont prêts ou pas à taxer les super-profits. Mais ce que chacun doit comprendre, c'est que ce que ces grandes entreprises ne payent pas, c'est vous, c'est moi, c'est eux qui vont le payer. Parce que y a pas d'argent magique, comme aurait dit le président. Donc il faut bien trouver l'argent quelque part. Donc si on le trouve pas dans la poche des grandes entreprises qui font des surprofits, eh bien on le trouvera dans la poche des classes moyennes. Vous allez faire campagne sur le terrain avec vos partenaires de la NUP pour obtenir ces signatures. Absolument. On va parler retraite, parce que le texte de l'accord que vous avez signé réclame un retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Est-ce que c'est tenable financièrement? Est-ce que c'est une proposition que vous, Olivier Faure, vous portez en conscience? Oui, je porte ce que j'ai dit depuis toujours, depuis ce moment-là. J'ai dit que il y avait des métiers particulièrement pénibles, des gens qui ont commencé particulièrement tôt, et à qui on demande aujourd'hui de reculer l'âge de départ à la retraite et qui vont devoir en réalité cotiser non, mais là, je veux bien, pour payer la retraite de gens qui ont commencé à travailler plus tard, qui gagnent mieux leur vie et qui ont une espérance de vie plus forte. Je ne vous parle pas d'augmenter. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, là le débat. L'âge, il est à 62 ans. Est-ce que vous pensez qu'on peut revenir à la retraite pour tout le monde à 60 ans, ce que stipule l'accord que vous avez signé? Je pense que ça doit être un objectif que nous devons rechercher, et à commencer par ce que je vous ai dit à l'instant, c'est-à-dire par ceux qui ont commencé très tôt à travailler. C'était une réforme que nous avons portée et qui est toujours en place depuis François Hollande. Et puis le faire aussi pour ceux qui ont des métiers pénibles. Ce que nous avions aussi porté dans le quinquennat précédent, enfin le quinquennat d'avant Emmanuel Macron, qui a été complètement anéanti par les réformes pénico. Parce qu'il y a des gens, 25% des Français environ, qui sont très pénibles. Le quinquennat dont vous parlez, celui de François Hollande, a allongé le nombre de durées de cotisation, c'est la loi Marisol Touraine, à 43 ans. Et là, vous signez un texte qui revient à 40 ans. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est un objectif, mais pour moi, il doit être graduel. On doit commencer d'abord par celles et ceux qui ont une situation qui ne permet pas d'aller plus loin. On ne peut pas continuer à faire travailler des gens. Enfin, vous savez très bien que votre carreleur, celui qui a refait votre cuisine, eh bien, à 60 ans, il ne peut plus carreler. Il a les genoux qui sont brisés, il a le dos brisé. Tout le monde est d'accord sur les... C'est pas ça. Enfin, personne n'est d'accord. Vous me parlez métiers pénibles et carrières longues, ce qui fait un certain consensus. Non, malheureusement pas. 60 ans mais non, malheureusement pas. Parce que la réalité, c'est que qu'est-ce que veut Emmanuel Macron? Il veut économiser sur les retraites. Donc comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on économise sur les retraites? Sinon, en faisant en sorte que des gens qui auraient pu partir plus tôt partent plus tard, et faire en sorte que justement ces carrières longues, etc., eh bien, soient à travailler plus longtemps pour pouvoir financer le régime de retraite des autres. Vous, Olivier Faure, vous dites 60 ans pour tout le monde. On commence par les autres, très bien, mais 60 ans pour tout le monde, c'est possible, c'est finançable, c'est souhaitable. C'est un objectif souhaitable parce que il y a évidemment une nécessité aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui des millions de chômeurs. Vous avez en ce pays, quand même, il faut se rendre compte que nous avons 10 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. 10 millions. C'est la population du Portugal. 10 millions. Ces gens-là ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas de travail pour eux. Et en même temps, on dit il va falloir faire travailler les gens plus longtemps. Donc, il y a une logique à ce qu'on dise qu'il faut mieux répartir la richesse, mieux répartir le travail, faire en sorte que nous puissions tirer toute la population vers l'emploi. Autrement, eh bien, il ne faudra pas se plaindre en permanence de ce qui peut se passer et de la colère de certains sur les gens qui ne peuvent pas, enfin, qui vivent de revenus de solidarité parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Justement, concernant la colère, les Insoumis, par exemple, ont déjà dit que si le président de la République allait vers un allongement de la durée de travail, peut-être avec un amendement dans le PLFSS, ils appelleraient vraiment à une mobilisation sur le terrain très forte. Est-ce que vous vous associerez à des appels à manifester, voire à des appels à la grève, voire à des appels au blocage, comme en parlent les Insoumis ? Ah, mais je m'associerais évidemment à une mobilisation qui serait une mobilisation la plus large, comme l'ensemble du monde syndical. Vous avez entendu que de la CGT jusqu'à la CFDT, Absolument. Tout le monde dit la même chose. Nous sommes tous totalement
révulsés à l'idée d'un passage en force sur un sujet qui mérite un vrai débat national, où, au fond, par surprise, nuitamment, on nous déposerait un amendement qui va ensuite avoir des conséquences pour toutes les générations à venir, et sur un sujet qui n'est pas mince, sur la retraite. J'entends tout le temps Monsieur Macron, comme d'autres à droite, dire que il faut respecter la valeur travail. Mais quelle est la valeur travail si on ne donne pas de valeur au travail? Et comment est-ce qu'on fait pour donner de la valeur au travail? D'abord, on paye les gens correctement, on fait en sorte qu'ils soient rémunérés de manière à ce qu'ils puissent vivre dignement de leur salaire. On fait ensuite en sorte que dans leur vie professionnelle, ils soient protégés par l'assurance chômage. Là aussi, le gouvernement veut revenir en arrière. On fait en sorte que les conditions de travail soient respectées. On refuse l'ubérisation. Et puis au moment de la retraite, eh bien là aussi, on fait en sorte que les gens soient respectés jusqu'au bout et qu'on reconnaisse l'effort fourni pour contribuer à la richesse nationale. Et donc, on leur laisse la possibilité de partir. Mais donc, vivre vous irez tranquille sur le terrain et vous appellerez à la grève. Vous soutiendrez les syndicats dans leur appel à la grève. Je n'appelle pas à la grève. Je sais, vous n'êtes pas syndicaliste. Mais enfin. Voilà. Mais donc, je soutiendrai celles et ceux qui appelleront dans les formes qu'ils choisiront. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il se retirait de la course pour 2027. Alors, on n'est pas obligé de le croire, mais on peut aussi le croire. Il n'a pas d'héritier naturel au sein de la France Insoumise. Il y en a plusieurs qui sont possibles. Enfin, manifestement, il y en a un de moins depuis quelques jours. Est-ce que cet héritier de ce poste de leader de la NUP, est-ce que ça pourrait être vous, Olivier Faure? Non, mais nous sommes en 2022. Là, oui, vous me c'est en parlez 2027, de je suis d'accord. 2027. Enfin, ça se prépare. Oui, ça se prépare. Enfin, quand même, moi, je trouve qu'il y a une maladie qui est assez répandue dans ce pays, qui est la maladie présidentielle. Vous avez des gens qui passent leur vie obsédés à l'idée vous pourriez en de être devenir atteint. président. Est-ce que, à votre tour, il pourrait se faire que vous soyez atteint de cette maladie un jour? Je ne suis atteint d'aucune maladie pour l'instant et je touche du bois. Et donc, moi, je souhaite que, plutôt que de se poser la question de savoir qui, quoi, comment, etc., nous puissions avancer. La NUP, que vous évoquez à plusieurs reprises, est un objet encore fragile. Ça fait quelques mois que nous travaillons ensemble. Il va falloir continuer pour pouvoir voir si dans la durée nous savons travailler ensemble, produire ensemble, proposer ensemble. Produire un contrat de coalition qui devra forcément être réactualisé par rapport à celui que nous avons adopté, puisqu'on va pas dans 5 ans dire la même chose qu'il y a 5 ans. Est-ce que ça peut aboutir à un candidat commun à l'élection présidentielle? Est-ce que vous le souhaitez? Il faut le souhaiter. Il faut le souhaiter. Il faut le souhaiter. Je ne sais pas si donc vous le souhaitez? Je le souhaite, même si, je ne vous dis pas, ce sera à toute force et comme une évidence. Il faut que, auparavant, nous ayons réussi à bâtir un contrat de coalition, un nouveau contrat de coalition qui permette de s'y retrouver. Moi, je ne signe pas les jamais. Mais au bout du chemin de la NUP, il y a ça. Il y a un candidat unique commun à l'élection présidentielle. Il faut le souhaiter. Et si nous n'y arrivions pas, nous savons très bien que cette fois-ci, nous prenons non pas seulement le risque de voir Emmanuel Macron au pouvoir, mais Marine Le Pen. Et donc, cette responsabilité, elle pèse sur nous. Est-ce que la gauche sera au rendez-vous de l'alternative? Et moi, ce que je crains, c'est que ce candidat unique pourrait être socialiste. Est-ce que ça pourrait être vous? Est-ce qu'il vous arrive d'y penser? Mais il pourrait être n'importe qui. Il pourrait être communiste, écologiste, insoumis, socialiste. La question n'est pas là. La question, c'est d'abord si on bâtit un contrat de coalition. Si le candidat commun n'est pas insoumis, c'est quand même une question. Non, c'est pas le. La question, elle est valable pour tout le monde. S'il n'est pas socialiste, les socialistes disent c'est pas possible. Si les écologistes n'ont pas le candidat, ils disent c'est pas possible. Les insoumis, ils l'ont pas, c'est pas possible. Les communistes, si c'est pas eux, ils sont pas contents. Bon, donc, il y a bien un moment où il faut que les gens se disent comment est-ce qu'on procède. Et moi, je vous dis, le mode d'emploi, il est simple. C'est d'abord, on se met d'accord sur le fond, et ensuite, on cherche l'incarnation qui peut emmener tout le monde à la victoire. Et comme ça, on arrive à un résultat qui peut être la victoire, parce que la responsabilité, elle est lourde face à l'extrême droite, parce qu'au bout de 10 ans de macronisme, je peux vous dire qu'il y aura une volonté d'alternative. Merci beaucoup, Olivier Faure, d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, ce sont les informés. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée.